Le secteur des semi-conducteurs vient de boucler le meilleur trimestre de toute son histoire. Le meilleur trimestre de toute son histoire. Et vous savez ce qui s'est passé 48 heures plus tard? Eh ben, il a rendu déjà plus de 10% en 2 séances, comme si les puces étaient devenues radioactives pendant la nuit. Et pendant ce temps-là, le Dow Jones, lui, il a signé son 20e record de l'année. Le même jour, le même marché, les mêmes investisseurs. Alors, soit le marché est devenu complètement schizophrène, pour ne pas dire débile, ce qui est une possibilité que je n'exclus jamais, soit il est en train de se passer un truc beaucoup plus profond, un truc qu'on n'avait plus vu depuis 2008. Et ce truc, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout parce qu'il y a un chiffre dans cette vidéo, un seul qui devrait empêcher pas mal de gens de dormir cet été. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, moi c'est Thomas Vaillet et aujourd'hui on va parler de la rotation sectorielle la plus violente de l'année et des chiffres de l'emploi tellement mauvais que tout le monde a applaudi, de Trump qui n'arrive plus à faire monter une action et de Sam Altman qui vient d'inventer un concept magnifique, payer sa protection à l'État américain comme dans les affranchis mais en version Nasdaq. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, d'abord, on va planter le décor. Vous voyez, le décor, c'est la ville de Montréal derrière moi. Et on est le vendredi 3 juillet. Les marchés américains sont fermés. Pourquoi? Eh bien, parce que le 4 juillet tombe un samedi. Et qu'aux États-Unis, plutôt que de rater un jour férié, on ferme quand même le vendredi. Le pont à l'envers. Fallait quand même y penser. Moi qui croyais que c'était une invention française, mais eux, ils ont réussi à faire beaucoup mieux. Mais donc, avant de partir griller des burgers et boire des Bud Light, Wall Street nous a offert une dernière séance qui résume parfaitement l'état mental du marché. D'un côté, vous avez le Dow Jones, plus 594 points, nouveau record historique, le 20e de l'année, champagne. De l'autre, vous avez le Nasdaq qui tire une tronche dépressive chronique et les semi-conducteurs qui se font découper en rondelles. Moins 11% sur le SOX en 2 séances. Et je vous rappelle, parce que c'est là que ça devient dingue, que ce même indice venait de terminer mardi soir le meilleur trimestre de toute son existence. On débouchait le champagne, on se congratulait mercredi matin, on se tapait dans le dos et jeudi soir, paf, on balance tout le monde par la fenêtre. Ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle une rotation sectorielle et celle-là, elle ressemble à un déménagement en catastrophe pendant une inondation. Alors pourquoi? Eh bien, il y a 2 explications. La propre et la sale. Alors l'explication propre, c'est celle qu'on vous sert dans les notes de broker. Arbitrage de portefeuille, les institutionnels allègent en début de semestre, ce qui a le plus monté le semestre d'avant, c'est donc mécanique, c'est saisonnier, c'est ennuyeux à mourir, pour ne pas dire chiant. L'explication sale, entre nous, et celle que je préfère quand même, c'est que plus personne n'est tranquille avec les valorisations du secteur et que la moindre excuse est devenue une bonne raison de prendre le pognon plutôt et de se barrer en courant. Et l'excuse de la semaine, elle est magnifique. Une simple rumeur. Meta envisagerait de vendre son excédent de capacité de calcul et la panique générale parce que si Meta a trop de puissance de calcul, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les hyperscalers pourraient commencez peut-être à, accrochez-vous, dépenser moins. Alors quand tu construis une cathédrale de capitalisation boursière sur l'hypothèse que le CAPEX va monter au ciel pour l'éternité, la simple idée que quelqu'un quelque part rationalise ses dépenses devient un événement quasi sismique. Et pendant que les puces se faisaient laminer, devinez qui faisait la fête? Les marchands de canons. Saab quasiment plus 9%, Rheinmetall plus 6,4%, Thales, Leonardo, Dassault, tout le monde en vert fluo, et Paris qui flirtait carrément avec les 8500 points. Après 6 mois passés à acheter de la mémoire pour l'IA comme si le monde allait tomber en panne de gigaoctets, les grands investisseurs redécouvrent les vertus du bon vieux complexe militaro-industriel qui avait d'ailleurs beaucoup baissé. C'est beaucoup moins sexy à afficher sur LinkedIn, mais les carnets de commandes sont pleins pour 10 ans et les Européens et leurs dirigeants en mal de guerre, comme le mari de Brigitte, ont clairement l'intention de dépenser jusqu'au dernier centime d'impôt pour pouvoir jouer à qui a la plus grosse armée, avec Oncle Donald. Le message du marché est d'une élégance rare, on vend les trucs qui calculent et on achète les trucs qui font exploser d'autres trucs.
Maintenant, les chiffres que je vous ai promis au début, celui qui devrait peut-être vous empêcher de dormir, le spread de volatilité implicite entre le Nasdaq 100 et le S&P 500 est au plus haut depuis 2008, l'année dont on n'a même pas le droit de prononcer le nom théoriquement. Alors attendez avant de paniquer ou de faire semblant de comprendre en hochant la tête. On va prendre 30 secondes pour expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est le concept de la semaine. La volatilité implicite, c'est le prix de l'assurance. Une option, c'est un contrat d'assurance sur une action ou un indice. Et comme toute assurance, son prix vous dit ce que les gens craignent le plus. Quand votre prime d'assurance incendie triple, c'est pas parce que l'assureur est de mauvaise humeur, c'est parce qu'il pense qu'il y a plus de chances que ça crame. Maintenant, le spread Nasdaq S&P, c'est la différence entre deux primes d'assurance. Le S&P 500, c'est l'assurance sur la maison en pierre, 500 boîtes, tous les secteurs diversifiés, solides. Et le Nasdaq 100, c'est la villa en bois construite sur le versant tech de la colline, avec Nvidia comme charpente et les semi-conducteurs comme fondation et l'incendie qui remonte la pente avec un vent chaud. Aujourd'hui, assurer la villa en bois coûte 28 et la villa en pierre, moins de 16. Cet écart-là, entre 28 et 16, on ne l'a vu qu'une seule fois dans l'histoire. Septembre 2008, juste avant qu'une petite banque qui s'appelait Lehman fasse pouf. Mais attendez, parce que le détail qui change tout, c'est de savoir qui achète l'assurance et contre quoi. Au printemps, ce même spread était gonflé par les calls, les paris sur la hausse, tout le monde voulait du levier sur le rallye des semi-conducteurs, tout le monde a acheté des billets de loterie sur Nvidia et Micron. Ça, c'est un spread d'euphorie. Aujourd'hui, le même écart est gonflé par les puts. Les protections contre la baisse, des protections qui se payent à des niveaux qu'on n'a plus vus, qu'on n'a pas vus depuis 2020 et en septembre 2008. C'est comme si dans votre village, tout le monde arrêtait d'un coup d'acheter des billets de loterie pour se ruer sur les assurances d'essai. Le montant dépensé, c'est peut-être le même, mais l'ambiance, c'est l'ambiance, elle, qui a radicalement changé. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va craquer ? Non, ça veut simplement dire que pour l'instant, les pompiers sont en train de checker les extincteurs. Et puis alors, attendez de voir ce que les chiffres de l'emploi sont venus nous dire et nous rajouter là-dessus. Jeudi, avec un jour d'avance pour cause de férié, les chiffres de l'emploi américain sont tombés et ils étaient, dégueulasses, tout simplement pourris. 57 000 créations de postes en juin, le consensus attendait le double. Et attendez, ça s'améliore. Les mois précédents ont été révisés à la baisse, mais passent de 172 000 à 129 000. Je vous rappelle que le mois dernier, on se félicitait de ces chiffres excellents. On était même monté là-dessus. Eh ben non. Encore une fois, le BLS s'est foutu de nous. Mais alors le pompon, c'est carrément le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est la seule bonne nouvelle des chiffres de l'emploi. Il recule à 4,2%. Bonne nouvelle! Attendez, soulevez juste le capot. Il recule uniquement parce que le taux de participation s'est effondré à 61,5%, son plus bas depuis mars 2021. 507 000 personnes de moins déclarées au travail. En clair, il y a moins de chômeurs parce qu'il y a moins de gens qui cherchent du boulot. C'est comme améliorer la moyenne de la classe, environ tous les cancres juste avant l'examen. Statistiquement, c'est imparable, alors humainement, c'est clairement discutable. Et puis, mention spéciale au secteur loisirs et de l'hôtellerie qui perd 61 000 emplois. En pleine Coupe du Monde organisée à domicile. Et mention spéciale pour Goldman Sachs aussi qui attendait un boost de 40 000 postes grâce au foot. On a eu juste l'inverse. Alors soit les statisticiens du BLS regardent les matchs avec les analyses de Goldman Sachs au lieu de compter, soit il y a un vrai problème. Et maintenant, la question à 1 million, comment le marché a réagi sur ces chiffres catastrophiques ? Il a applaudi, parce qu'il faut se souvenir dans quel monde on vit en 2026. On ne se demande plus si la Fed va baisser les taux, on se demande si elle va les monter. L'inflation a repassé les 4% en mai, on le sait, une première fois en 3 ans, 5e année consécutive au-dessus de l'objectif. Et Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, était à Sintra cette semaine, au forum de la BCE. Et il a été d'une clarté chirurgicale. Si certains pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'une inflation au-dessus de 2%, ils seront déçus. C'est lui qui l'a dit. Mais par contre, alors, aucune forward guidance, pas de calendrier, juste une promesse et un regard glacial. Le mec refuse de dire où il va, ce qui est une façon élégante de garder toute la planète finance en apnée. Donc quand l'emploi déçoit, on sabre le champagne. La probabilité d'une hausse de taux en septembre passe de 64 à 55%, celle de juillet fond à 17%, des chiffres pourris pour l'américain moyen, une excellente nouvelle pour leur portefeuille d'actions. Il faut juste avoir un portefeuille d'actions. Et puis il faut juste avoir un emploi aussi, accessoirement. Il y a une analyste qui a résumé ça beaucoup mieux que moi. Elle a dit « Ce rapport est génial pour la Fed et déprimant pour tout le reste de l'Amérique ». En gros, tout est dit.
Sauf que, le marché obligataire, lui, il a applaudi que d'une main. Hein. Sur la semaine, les rendements montent quand même. Le 10 ans termine à 4,447, en hausse de plus de 10 points de base sur 5 jours. Le 2 ans est à 4,13. Traduction, le marché obligataire a acheté la déception de l'emploi pendant quelques heures, puis il est retourné à son obsession de fond, une inflation au-dessus des 4%. Une Fed qui parle de la combattre et une hausse des taux qui reste le scénario le plus probable d'ici la fin de l'année. On a juste déplacé la date de l'exécution, on n'a absolument pas gracié le condamné. Et c'est ça l'anomalie du moment, des actions au sommet, un Dow Jones à 52 900 et des taux courts au-dessus des 4% qui intègrent un resserrement à venir. Historiquement, ce genre de cohabitation finit toujours par se régler et rarement dans la douceur et la délicatesse. Petit cadeau bonus pour les amateurs de small cap, le Russell 2000 a explosé de 22% au premier semestre, sa meilleure performance depuis le rebond Covid, magnifique, sauf que Goldman Sachs, encore eux, rappelle gentiment que 29% de la dette de l'indice est à taux variable. Donc si Warsh appuie sur la gâchette, c'est les petites capitalisations qui prendront la première balle en pleine tête. Et maintenant, ma scène préférée de la semaine. Micron, la coqueluche absolue de 2026, plus de 240% depuis janvier, 37 records de clôture en 6 mois. Et ben Micron s'est fait défoncer 2 jours de suite, 10,6% mercredi et 7% jeudi. Alors Trump a sorti sa plus belle plume sur son réseau. Micron est une grande société américaine qui vient d'annoncer 250 millions de dollars dans les Trump accounts. Ces comptes épargne pour enfants qui seront lancés, je vous jure que j'invente rien, le 4 juillet. Résultat de cette bénédiction présidentielle en majuscule, alors instinctivement on se dit ça va faire booster le titre, que dalle. Le titre a quand même terminé en baisse de 7%. Même le pouce magique de Donald Trump n'arrête plus la gravité. Et ça vous donne l'ampleur de la rotation. D'habitude, un compliment présidentiel vaut 3 upgrades de Morgan Stanley, et là, rien, que dalle. Le marché y vend, point final. Et le carnage est mondial sur le secteur. SK Hynix, moins 14,6% à Séoul. Samsung, moins 9%. Le Kospi, moins 8% dans la journée. Et forcément, quand ton indice national est l'otage de 2 fabricants de mémoire, tu montes de 81% au premier semestre et tu perds 8% en une séance. C'est le prix du billet pour les montagnes russes coréennes. Sensation garantie, estomac non remboursé. Mais le plus croustillant, dont les rapports entre le pouvoir et la bourse cette semaine, c'est pas Micron, c'est OpenAI. Et là, accrochez-vous, c'est un film de mafieux. Le Financial Times nous apprend que Sam Altman propose de céder, cadeau, 5% du capital d'OpenAI au gouvernement américain. 5%, environ 42 milliards de dollars au dernier pointage de valorisation. 3 fois rien, une bricole. Officiellement, selon le patron d'OpenAI, c'est la meilleure façon de partager les fruits de l'IA avec le public. Enfin, moi, j'appelle ça payer sa protection, mais bon, j'ai pas fait Stanford en droit. Et l'idée serait même d'étendre le schéma à toute la bande, Anthropic, Google, Meta, via un véhicule souverain qui prendrait 5% de chaque grand laboratoire d'IA américain. Il faut dire que le climat s'y prête. Hein. Anthropic vient de passer 1 mois avec ses meilleurs modèles débranchés sur ordre de l'administration, avant d'être autorisé à les rallumer mardi. Quand l'État peut éteindre ton produit d'un trait de plume, tu deviens soudainement très généreux en capital. En gros, on est tous égaux devant le marché, mais certains sont nettement plus égaux quand ils sont dans les petits papiers de la Maison Blanche. Donc faites le compte, hein. Le gouvernement a déjà 10% d'Intel, des morceaux d'IBM, du quantique, des minerais critiques. À ce rythme-là, dans 2 ans, la meilleure analyse fondamentale, ça sera plus de lire les bilans ou de regarder les PI, ce sera de consulter la liste des invités à Mar-a-Lago. À l'époque, on disait que la BNS était le plus gros hedge fund du monde. Aujourd'hui, c'est Trump qui nous rejoue toutes les saisons de Billions à lui tout seul. Et évidemment, il s'est attribué le rôle de Bobby Axelrod. Et puis les 2 dernières histoires de la semaine, elles sont liées. D'abord Tesla, parce que la séance de jeudi est un cas d'école de psychologie de marché. Tesla publie des livraisons records, 480 126 véhicules livrés au 2e trimestre, très largement au-dessus des 406 000 attendus, plus 25% sur 1 an, et le titre prend 8% à la tronche pendant la séance. Pire journée depuis 1 an. Pourquoi ? C'est assez simple. Le titre avait grimpé de 12% la semaine avant la publication, parce qu'on avait acheté la rumeur, on l'avait anticipé, on est des visionnaires. Alors du coup, on a vendu la nouvelle. Chapitre 4512 du manuel du trader. 2, c'est la question qui dérange. Combien de ces ventes doivent tout à l'essence chère du printemps ? Le boom des livraisons s'est construit pendant que le baril flirtait avec les sommets, que le gallon était à 4,50. Maintenant que le pétrole est retombé
le vent arrière devient du vent tout court. Et le tableau de fond n'aide pas. Aux États-Unis, l'électrique pur est retombé à 5% du marché et l'hybride, lui, explose à 14%. La Camry et le RAV4 ne se vendent plus qu'en hybride. Encore faut-il avoir envie d'acheter un Camry ou une RAV4. Ford a vu ses ventes d'EV fondre de 40% et le consommateur américain a tranché. Il veut la consommation d'un moteur électrique sans l'angoisse de la borne et surtout avec une mensualité auto moyenne qui vient d'atteindre en record de 777 $. Il ne veut pas payer 20% de plus. L'avenir est peut-être électrique, mais le présent est hybride. Et endetté sur 7 ans. Et le pétrole, justement, le paradoxe le plus savoureux du moment, le Brent est revenu à 71,80, c'est niveau quasi d'avant-guerre, et comme si 4 mois de missiles n'avaient jamais existé, l'essence est repassée sous les 4 $ le gallon. City vise 60-65 $ en fin d'année, tout va bien, sauf un détail. Les réserves stratégiques américaines sont en chute libre, 326 millions de barils, le plus bas niveau depuis mai 83. 13e semaine de baisse consécutive, 89 millions de barils, pouf, envolés. On vide des fonds de tiroir pour écraser les prix à la pompe et ça marche formidablement bien. Reste à espérer qu'on n'ait pas besoin de réserves stratégiques pour un truc, disons, stratégique. Parce qu'un cessez-le-feu fragile avec l'Iran, des stocks au plus bas depuis 43 ans et une administration qui brade l'assurance incendie du pays pour gagner des mi-termes, ça fait un cocktail que les historiens de l'énergie étudieront sûrement un jour avec beaucoup d'intérêt et probablement un peu d'effroi quand même. Alors voilà où on en est. Le Dow Jones est au sommet de sa forme, les semi-conducteurs à l'infirmerie après le plus beau trimestre de leur histoire, une assurance anti-crash qui se paye au prix de 2008, une Fed qui affûte ses couteaux devant une inflation à 4% et tout le monde qui part en week-end prolongé en faisant soigneusement semblant de ne pas remarquer que le marché vient de changer de disque. Alors, je ne sais pas si c'est le début de quelque chose ou juste un trou d'air de début de semestre ou des ajustements de position. Honnêtement, personne n'en sait rien. Mais quand les mêmes génies qui empilaient les ETF à levier en mai se mettent à payer des puts au prix fort en juillet, disons que c'est généralement pas un signal d'achat. Moi aussi, je fais le pont. Je vous parle depuis le Canada où, figurez-vous, je me suis fait agresser par un bison dans un parc animalier. La bestiole s'en est prise à la portière de ma voiture de location. Je vous laisse imaginer la conversation avec le loueur dans 2 semaines. Non, monsieur, tout allait bien. J'avais pas bu, il a juste traversé la route. Comme quoi, cette semaine, même en vacances, on n'échappe pas au marché, tu crois que tout est calme et un truc à corne te défonce la portière sans prévenir. Peut-être que c'est un signe. Alors bon, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez et commentez. Moi, je vais voir les feux sous la pluie dans le port de Montréal et on se revoit lundi matin, comme d'habitude, en pleine forme. Soyez forts, bon week-end, allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.